Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons parler du roman Les âmes grises de Philippe Claudel, roman publié en 2003. Alors Philippe Claudel, on en a parlé la semaine dernière, on ne le présente plus, Nicolas. Voilà, simplement. Donc Les âmes grises, c'est un roman qui a obtenu le prix Renaudot quand il est paru et qui a connu une transposition au cinéma en 2004, un film de Yves Angelo auquel a participé Philippe Claudel pour le scénario, et avec Jean-Pierre Mariel et Jacques Villeray dans certains des rôles principaux. Alors, le contexte, on rappelle peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le roman ou qui ne le connaissent pas du tout. Donc, l'histoire se passe pendant la Première Guerre mondiale, dans un village qui est situé près du front, et les personnages de ce roman, ce seront les villageois, les femmes, les ouvriers, car il y a une usine qui doit continuer à fonctionner, donc une partie des ouvriers n'a pas été envoyée au front, et puis donc les personnes âgées et surtout les notables, dont font partie Destina, qui est le procureur, et le juge Mier. Ça pourrait être un roman policier, c'est l'histoire du décès d'une jeune femme, qui est l'institutrice, Lysia, et l'assassinat d'une fillette de 10 ans, qui est la fillette du restaurateur, et qu'on appelle Belle de Jour. Alors ce sont des disparitions, des assassinats qui ne sont pas réellement élucidés, et qui occupent une grande partie de l'économie narrative. Alors justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce livre est un petit peu difficile à résumer. Tu as eu d'ailleurs un peu du mal, parce que finalement, est-ce que la mort de l'institutrice qui s'appelle Lysia Verhaeren, on a l'impression que c'est presque une sorte de récit secondaire, alors que ce qui semble être le récit premier, c'est justement la mort de cette petite fille dont on a découvert le corps et pour laquelle on attend qu'une enquête ait lieu, mais une enquête qui va finalement être retardée dans cette économie narrative par, on va dire, tout un tas de digressions. Il va nous raconter plein d'autres choses avant, puis au bout d'un certain nombre de pages, il va revenir à ce qu'on pensait être l'histoire principale. Bon, tout ceci pour dire que finalement, l'histoire principale, comme on l'appelle habituellement, n'est pas si claire que ça. Peut-être qu'elle est aussi, c'est une histoire grise, pour commencer un petit peu à paraphraser le titre même de l'ouvrage. Il y a plein de fils, plein d'intrigues qui se mêlent et qui se font concurrence, je dirais, parce que est-ce que c'est l'histoire donc de l'enquête sur la mort de cette petite fille ? Sauf que finalement, cette enquête, elle va vite ne pas avoir lieu, en fait. Ce sera une fausse enquête. Est-ce que c'est l'histoire donc de cette institutrice dont on va découvrir le drame qu'elle cachait ? Est-ce que c'est peut-être plus sûrement l'histoire du narrateur dont on découvre finalement que c'est sa propre histoire qu'il cherche à nous raconter ? Et tout cela en croisant toute une galerie de personnages absolument foisonnants, pour lesquels, à chaque fois, Philippe Claudel tient, même si parfois ce n'est qu'en une page, mais même les personnages les plus secondaires qui soient, souvent, on va quand même raconter une partie de leur passé, et donc on a comme ça toute une galerie de personnages qui, comme s'ils cherchaient à donner vie à toute cette petite ville où l'histoire se passe. Alors, je trouve ça intéressant. Si on remet cela en contexte, nous sommes face à un roman donc du 21e siècle qui, à première vue, est de facture assez classique. C'est un roman qui nous propose une intrigue avec des personnages comme au bon vieux temps, comme au 19e, le roman balsacien qui sert quand même de référence à toute
une tradition du roman français, mais on ne peut pas ignorer qu'au XXe siècle, ce modèle a été contesté par notamment les auteurs du nouveau roman, qui ont prétendu faire des romans sans personnages, des romans sans intrigue, autrement dit se libérer de ces, on va dire, de ces chevilles un peu trop usées. Donc ici, nous sommes face à une œuvre qui, évidemment, ne se passe pas des personnages, ne se passe pas de l'intrigue, mais qui, quand même, je trouve, arrive à jouer avec ces catégories, et notamment cette question de l'intrigue. Quelle est l'intrigue principale? Oui, bien Parfois, sûr. on s'y perd. Oui, d'ailleurs, et j'ai oublié de préciser, au départ, le roman est écrit dans la rétrospective, et le narrateur, on ne connaît pas très bien son statut tout au début. Il prétend nous raconter une histoire qui s'est passée il y a une vingtaine d'années. On ne sait pas quelle est sa fonction dans cette histoire, dans cette économie narrative. Et on apprend que beaucoup plus tard qu'en fait qu'il est gendarme. Et que, comme tu disais, en fait, cette histoire, c'est surtout un prétexte à nous raconter son histoire. Bon, on ne va pas dévoiler le contenu, hein, le cœur du récit, mais j'ai, comme toi, le sentiment que c'est un prétexte à mettre en scène j'allais dire, les coulisses de la Première Guerre mondiale et d'évoquer certains thèmes. Alors moi, je vois plusieurs grands thèmes. C'est la question de la guerre, mais évidemment pas nous raconter un épisode ou plusieurs épisodes de la Première Guerre mondiale, mais de nous montrer l'absurdité, le paradoxe même de la guerre, à savoir qu'à quelques, j'allais dire, à 3-4 kilomètres du village ou du gros bourg, il y a des crimes autorisés. Hein. Il y a des gens, en général ce sont des jeunes, les conscrits, qui n'ont jamais tenu une arme, qui ont été préparés à la va-vite et qui se retrouvent au front, qui reviennent cabossés, blessés, trépanés. Et puis, dans ce même contexte, mais au cœur du village, il y a les crimes proscrits, comme, bien sûr, le meurtre de la fillette Belle de Jour. Donc c'est en soi ce paradoxe, un premier paradoxe. Tout à fait. Je dirais qu'il faut pas aller vers ce livre comme on irait faire un roman historique, car oui, la toile de fond, c'est la Première Guerre mondiale, mais au final, ce n'est pas un roman historique, puisque d'une part, vous n'apprendrez rien de nouveau sur la Première Guerre. Tous les éléments qui sont utilisés, donc les morts, les gueules cassées, tout ça, c'est des éléments très connus. Donc ça n'a pas l'ambition de nous apporter une connaissance sur cette période que nous n'aurions pas. Et Philippe Claudel ne l'a pas vécu, cette époque-là. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'il a choisi ce fond historique. C'est, je crois, ce que tu as dit, c'est pour la question du crime. C'est-à-dire que nous sommes dans une petite ville, hein, et j'ai envie de dire ça, c'est un topos de Philippe Claudel, parce que quelques années plus tard, quand il écrit le rapport de Brodeck, là aussi, ça se passe dans une petite ville où toute la vie tourne un peu autour des décisions du maire. Donc, il aime bien ces mondes clos de la petite ville, un peu perdue, on ne sait trop où. Alors, on sait qu'on n'est pas loin de la frontière allemande, ce qui doit renvoyer peut-être aux petites villes que Philippe Claudel connaît, puisqu'il est lorrain. Mais il insiste bien sur le fait que cette petite ville, elle tourne le dos à l'histoire. Il y a un coteau, nous dit-on, qui géographiquement isole cette petite ville des désastres de l'histoire qui se déroulent donc juste à côté. Ces désastres sont à la fois proches et en même temps, les gens peuvent vivre comme si cette histoire ne les touchait pas directement. Comme tu l'as dit, il y a une usine qui a une certaine importance, ce qui fait que les ouvriers de cette usine ont été exemptés du service militaire et n'ont pas eu à s'engager dans l'armée. Donc ils peuvent échapper au désastre de la guerre. Il y a quand même un certain nombre de soldats qui sont rapatriés et soignés ici, ce qui va créer une sorte d'opposition entre ces soldats qui ont payé un lourd tribut à la guerre et puis ceux qui sont considérés comme des planqués, des favorisés, des gens qui
ne payent pas leur tribut de sang et de vie humaine au grand effort national. Donc on a comme ça cette micro-société qu'il est en train de recréer. Et là aussi, je parlais tout à l'heure des romans réalistes, Balzac, Flaubert. On avait des auteurs qui avaient l'ambition de créer avec leur œuvre une sorte de monde qui parallèle au monde réel. Bon, je pense ici qu'on a un auteur un peu plus modeste, mais qui quand même, lui, cherche à créer une petite ville close sur elle-même, qui a parfois là aussi ses liens avec la réalité sont ambigus. On a un peu l'impression que parfois c'est presque une petite ville de contes de fées. D'ailleurs, quand il décrit la victime, la petite fille, il nous la compare à une princesse de contes de fées. Donc on est là encore dans un lieu qui est à la frontière du réel et du réel et du conte, de l'histoire et d'une sorte de déni d'histoire. Et justement, dans cette petite ville close, dans ce milieu très particulier, nourri d'ambiguïté, il y a une justice et une morale, je dirais, à géométrie variable. Je pense en particulier lors du meurtre de la petite fille. Là, il nous emmène en bateau, Philippe Claudel, parce que on vit des émotions, on chavire là. Évidemment, il nous emmène sur la piste des notables, les notables qui s'empiffrent, qui se goinfrent aux frais de la collectivité et qui auraient des désirs inassouvis. Et justement, ce sont eux qui rendent justice, qui font justice et qui vont interpréter la loi comme ils l'entendent. Donc là aussi, il nous montre à quel point cette petite ville est isolée et la justice, justement, que la justice en temps de guerre n'existe pas. Quel est le fait de ces notables ? C'est ça. Tu disais donc tout à l'heure, il crée finalement une situation géographique où d'un côté, on a un crime qui va donner lieu à une enquête, comme si effectivement on n'avait pas le droit de tuer, alors que de l'autre côté du coteau, le massacre est complètement autorisé et encouragé par toutes les propagandes de l'époque. Mais d'un autre côté, effectivement, l'enquête qui est faite est une enquête terriblement bâclée, qu'il nous décrit avec un cynisme absolu, où l'on voit qu'on ne cherche pas le coupable, les notables, le juge et son acolyte fabrique un coupable, désigne un coupable et le force à avouer en utilisant de la torture, et ça sans que leur morale soit inquiétée le moins du monde, parce qu'ils sont protégés par une sorte de complicité de tous les autres notables, et c'est ce que le roman cherche aussi à montrer, puisque le personnage qui serait peut-être le plus suspect dans le meurtre de la petite fille est précisément celui qu'on ne va jamais interroger. Absolument. Alors, je vois un thème aussi qui n'est jamais thématisé en tant que tel, c'est la question de l'amour, la question de l'objet amoureux. Il y a 3 femmes, alors il y a 2 groupes de femmes. Il y a les femmes qu'on aime, qu'on adule, qu'on admire, qui sont lointaines, qui sont un petit peu en dehors de la réalité, et puis il y a les autres, les servantes, les boniches. Alors les femmes comme Lysia, la jeune institutrice, ou Clémence, la femme du narrateur, ou encore, ce n'est pas une femme, la fillette Belle de Jour, elles sont toutes belles, fragiles, ce sont un petit peu des princesses et elles sont vouées à la mort. Voilà, elles sont en dehors, quelque part, de l'économie narrative. Moi, elles me font penser au poème de Verlaine, Mon rêve familier. Elles sont un petit peu, dans un monde onirique. Donc, ça jette aussi une lumière particulière sur le monde masculin. Ce sont des hommes au désir inassouvi, où il n'y a pas en tout cas de véritable amour charnel dans cette histoire. Non, et même un amour qui est très ambigu, puisque dans Mon rêve familier que tu évoques, de Verlaine, cette femme idéale, c'est aussi une femme qui semble être morte. Oui.
et il y a donc une sorte de mélange d'amour et de mort, et qu'on va retrouver effectivement dans le roman, puisque l'une des hypothèses que formule le narrateur sur le meurtrier de la petite fille, ce serait justement quelqu'un qui aurait trop aimé cette petite fille et qui l'aurait tuée, mais dans une sorte de geste d'amour. Alors, en compensation de cela, par contre, ces notables qui n'aiment pas, par contre, ils se jettent sur la nourriture. Et là, nous avons des descriptions de repas qui nous font un petit peu sourire à l'époque où on a beaucoup de gens qui se tournent vers le véganisme. Eh bien, je donne un exemple. Les cochonailles et les abats, museau, gras double à la crème, pieds panés, tripes, cervelle, rognons frits. Ou bien, un petit peu plus tard, c'est vers la fin du roman, c'est le moment où le juge Mierck va passer à l'acte, et va se venger sur les présumés coupables. Eh bien, il mange des cochonailles, du foie de veau braisé, une potée avec un poulet, des pieds de porc à l'estouffade. Et tout ça, ça nous coupe l'appétit, franchement. En général, toutes ces descriptions de nourriture s'inscrivent dans une antithèse avec un autre élément narratif. Donc, par exemple, dans le dernier exemple que tu donnes, c'est au moment où ils sont en train de laisser transir de froid celui qu'ils veulent forcer à avouer le crime. Donc ils l'ont mis dehors, il est affamé, il fait -10, ils lui enlèvent ses vêtements, ils lui mettent de l'eau dessus, et pendant ce temps-là, eux se livrent à des ripailles tout à fait obscènes, et où on les voit effectivement s'engraisser, mais dans une image qui est presque caricaturale, ici du notable, qui est le profiteur, sans vergogne, voilà, fait la justice selon son arbitraire, et un arbitraire qui n'apparaît pas comme très éclairé et très philosophique, mais où il s'agit de défendre des intérêts très matériels, oui, comme cette nourriture le symbolise. Oui, ce sont deux véritables parasites dans cette histoire. Alors, il y a encore plusieurs questions que nous nous posons. C'est par rapport à l'actualité de ce roman, mais je pense que nous y reviendrons prochainement. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.